Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour la suite toujours de notre même livre, Comment réussir son référencement web, et on s'attaque aux freins du référencement et les solutions possibles. Donc on va faire quelques techniques, donc les bonnes choses à faire et les choses donc à éviter. Donc pour commencer, donc on nous parle justement de la partie flash. Donc là, pas de surprise, tous les sites en flash avec super effet, etc., c'est vraiment à exclure parce que Google n'arrive pas à parcourir le contenu de ces pages. Ce qui est normal puisque le flash c'est un bloc et Google ne peut pas rentrer dans ce bloc pour garder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire des pages accessibles en HTML simple. Même si effectivement vous pouvez avoir un site flash et créer des pages HTML autour pour générer de la visibilité. Mais aujourd'hui c'est vraiment une technologie à exclure, sachant que en plus sur iPhone et sur iPad, donc la technologie n'est pas lisible. Donc on ne peut pas lire du flash sur ce type de support. Ensuite on nous parle en fait de menus accessibles, donc ça veut dire des menus que les moteurs de recherche vont pouvoir parcourir facilement. Donc, qu'est-ce qui est important en fait, c'est que ces menus soient générés, on va dire, de manière simple, sans JavaScript surtout. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quand on clique sur le lien, il y ait besoin de déclencher du JavaScript pour qu'il y ait une redirection qui se fasse. Il faut vraiment que le lien soit accessible de manière directe pour que, justement le moteur de recherche puisse le parcourir facilement et que le robot soit redirigé. Mais aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de PrestaShop ou d'autres types CMS, les menus qui sont intégrés, ils n'ont pas ce genre de problématiques. Donc, c'est des problèmes qui sont déjà résolus. Ensuite, on nous parle de la partie Ajax. Donc, ça veut dire de ce chargement des pages transparent. Quand vous allez par exemple sur une page, on va voir ici par exemple l'illustration. Vous avez la méthode classique, donc ça veut dire que vous êtes sur une page, vous cliquez sur un lien, ça redirige sur une autre page. La méthode Ajax, c'est vous êtes sur une page, vous cliquez et en fait seulement la partie contenu est rechargée. Donc c'est plus confortable pour l'utilisateur parce qu'il a moins la sensation en fait, de rechargement de page complet, mais il a un chargement de page partiel. Toujours avec cette technologie Ajax, il y a aussi les scrolls infinis que vous avez déjà vu. Donc vous êtes sur une page, vous scrollez, donc vous descendez et là vous allez avoir les produits par exemple ou la liste des informations qui s'affiche petit à petit. C'est agréable pour l'utilisateur, mais en termes d'accessibilité, c'est pas bon. Tout simplement parce que quand Google va essayer de capturer la page à distance, il va capturer le premier morceau et tout le reste ne va pas se charger parce que le serveur ne pourra pas générer automatiquement des requêtes. Donc, du coup, ça implique avoir ces pages accessibles de manière différente, ça veut dire par le sitemap, etc. ou par d'autres liens. Donc, quand vous allez faire de l'Ajax, c'est déjà un sujet à problème au niveau de l'accessibilité du contenu. Donc, il est préférable d'utiliser au minimum l'Ajax. Ça peut être très pratique dans les back-office, pour les interfaces, etc. Mais sur la partie client, donc côté public, pour l'accessibilité des moteurs de recherche, c'est à éviter. Quand vous choisissez un thème aussi, PrestaShop par exemple, assurez-vous que celui-ci n'est pas gorgé d'Ajax de partout. En principe, ça respecte, on va dire, des normes de standard, donc là, c'est pas trop un problème. Juste une parenthèse pour la partie Ajax. Typiquement sur PrestaShop, quand vous faites valider le formulaire d'inscription avec votre adresse mail, eh bien, vous avez la transition vers l'étape d'inscription qui se fait en Ajax. Et cette page-là cause régulièrement des problèmes, pas au niveau du référencement, mais des fois au niveau du blocage par antivirus. Donc voilà aussi un des problèmes parfois de l'Ajax. Maintenant, on va parler aussi de la partie hreflang. Donc hreflang, qu'est-ce que ça concerne? C'est la visibilité en fait donc comment indiquer que vous avez par exemple plusieurs langues dans votre shop ou dans votre site et dire voilà, cette page là c'est tel ou tel contenu en français par exemple, parce que Google il ne sait pas si c'est du français, de l'allemand, etc. S'il y a plusieurs pages, ce genre de choses là, il ne va pas comprendre. Et là du coup, si je prends le cas de PrestaShop, il faut installer un module pour gérer le hreflang. Et grâce à ça, en fait, vous pourrez, Google va mieux appréhender en fait de quel contenu il s'agit.
Même pour je suis surtout par exemple pour la Suisse où il y a justement quatre langues en plus dans le même pays. Ça peut être vraiment intéressant de mettre en place. Mais il faut un module tiers que j'essaierai de mettre le lien directement dans la description en fait, du billet juste au-dessus. Après ce hreflang, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle aussi de la réécriture des URL. Donc forcément, réécriture des URL, bon, c'est toujours un plus. Ce qui est important, c'est que la réécriture des URL respecte une norme. Dans tous les CMS, il y a une norme qui est réglée. Donc par exemple, c'est le ID de la catégorie, c'est le ID, je ne sais pas si je dis, c'est par exemple, dans PrestaShop pour les produits, c'est contrôleur, product et ID product égal. Voilà. Ça, si vous n'avez pas, on vous en suit, c'est juste une norme technique. Il faut juste qu'elle respecte, qu'elle soit toujours, on va dire, régulière pour que ça fonctionne bien. Maintenant, pour PrestaShop, pour l'URL rewriting, ce qui est important, c'est d'activer cette réécriture des URL pour avoir des URL propres du style monproduit.html et pas ID product égale 12 par exemple. La différence n'a pas été vraiment prouvée au niveau de l'URL, même si elle a été vraiment réécrite. Il n'y a pas vraiment un gain incroyable, mais c'est bien de valider cette réécriture de l'URL. Vous pouvez le faire dans Préférences CO URL dans PrestaShop. Ça, c'est bon. On a vu. Ensuite, on nous parle donc d'éviter aussi des listes déroulantes qui conduisent à des liens ou des pages de recherche spéciales qui doivent montrer des résultats cliquables. Bon, là, on rentre dans des cas exotiques, mais je vous montre juste. Ici, par exemple, vous avez une liste déroulante où quand on clique sur la liste, ça redirige vers une URL. Ça, c'est à exclure. Même chose ici. Bon, là, vous avez un moteur de recherche un petit peu avancé avec différentes options et vous avez des résultats qui vont en sortir. Si ces pages qui sont là derrière sont vraiment importantes, il ne faut pas que la personne ait besoin de faire sa recherche pour que les informations apparaissent. Parce que sinon, les informations ne pourront pas être indexées. Ce qu'il y a, c'est que quand Google voit ça, il n'arrivera pas à cliquer sur le bouton et puis ensuite aller voir les URL derrière. Donc, il faut qu'elles soient accessibles sans forcément passer par cette étape. Donc, la règle, c'est vraiment rendre les pages accessibles. Il ne faut pas qu'elles soient masquées ou bloquées par des formulaires. On nous parle ensuite d'éviter les identifiants de session dans l'URL. Alors, je vais voir s'il y a une petite mention ici. Est-ce qu'il y a une mention? Non. En gros, dans certains sites, pour identifier le client, ils n'utilisent pas le cookie, donc ça veut dire qu'ils ne stockent pas une information sur l'ordinateur. Ils le passent, ils utilisent un identifiant de session qui, des fois, ils le passent en plus même dans l'URL. Et ou même, juste pour voir ce que j'ai noté ici. Ouais, donc là, éviter l'identifiant de session dans l'URL. Donc certains sites utilisent cette méthode-là. Je ne vois pas pourquoi ils le font, mais si c'est le cas, justement, bah, ça va polluer les URL et vous obtiendrez des URL à chaque fois différentes, ce qui va être un problème en fait pour l'indexation. Mais de nouveau, dans des outils CMS standards, vous n'avez pas ce genre de problématique. C'est des pratiques qui sont obsolètes, quoi. Ensuite, donc on nous parle des redirections 301 qui sont très importantes. Donc forcément, si vous faites un changement, on va dire, au niveau de votre site, de répertoire, de dossier ou de nom de domaine, il faut absolument faire des redirections 301 pour ne pas perdre le référencement que vous avez déjà mis en place. Donc pour le faire, vous pouvez utiliser des modules, en tout cas pour PrestaShop, il y a des modules pour faire ça, pour les autres CMS aussi. Ce qui est important, c'est qu'il faut exporter les anciennes URL et faire une rédaction vers les nouvelles URL. Donc c'est un travail quand même important à faire et à ne pas oublier pour éviter de tomber de nouveau à zéro au niveau du référencement. On nous parle de l'HTTPS, donc il y a une politique qui dit qu'il faut que tous les sites soient en HTTPS parce que un site qui serait en HTTP, je vais y arriver, un site qui serait en HTTPS, eh bien il aurait une meilleure note qu'un qui serait juste en HTTP. Je ne pense pas que ça va changer vraiment la donne parce que sinon tout le monde prend un HTTPS, puis le jour où tout le monde a un site à HTTPS, comment on fait la différence? En fait, je pense que ce critère s'explique déjà pour une première raison, c'est qu'un site qui est en mode HTTPS, il a dû acheter un certificat.
C'est-à-dire que tous les sites qui ne sont pas sérieux ou qui sont là juste pour faire du spam, ils ne vont pas acheter de certificat. Donc en achetant un certificat, eh bien, vous obtenez déjà une distinction et du coup, vous avez potentiellement plus de reconnaissance de la part de Google. Donc ça peut être déjà un plus. Par contre, il ne faut pas oublier que le HTTPS, ça peut causer aussi des problèmes entre interaction de page, donc entre HTTP et HTTPS, si vous redirigez vers du HTTP ou inversement du HTTPS vers HTTP ou inverse. Vous pouvez avoir des fois des difficultés ou des messages qui s'affichent. Attention, vous êtes redirigé dans un environnement non sécurisé, etc. Et des fois, ça peut être problématique. Voilà. Et si vous pensez que c'est bien d'aller en mode HTTPS, vous pouvez activer l'HTTPS sur votre hébergement en achetant un certificat. Chez Infomaniac, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Par contre, après, vous devez faire des redirections 301. Et faites attention de ne pas avoir plein d'URL en HTTP et d'autres en HTTPS, parce que sinon ça va être le gros mélange, il risque d'avoir des URL à double et Google ne va pas s'en sortir. Donc si vous voulez faire le changement, réfléchissez bien et organisez-vous avant de le faire pour avoir quelque chose de propre à la fin avec un seul type d'URL. On nous parle bien sûr du W3C. Donc la compatibilité du W3C, c'est la norme, on va dire, du web. Si vous avez un site W3C, eh bien c'est vraiment un site optimal, optimisé pour tout support, avec une garantie d'affichage optimale. Le problème qu'on a avec ça, c'est que il y a beaucoup de restrictions déjà au niveau du code, et il faut faire un code vraiment strict au niveau du codage, au niveau des balises. Un truc assez marrant, c'est que si vous voulez, la page déjà de Google, qui est vraiment simple, page de moteur de recherche Google, un logo et un champ de recherche, ne respecte déjà pas le W3C. Donc du coup, on se pose la question si effectivement il faut le respecter. On va dire qu'il y a, à cause du web aujourd'hui, il y a plein de nouvelles balises, de nouvelles normes, et très souvent, vous avez des balises qui sont obligatoires pour le fonctionnement du site, que vous devez quand même les mettre dedans, mais du coup, vous perdez la notion W3C, donc la mention W3C. Ici, c'est mentionné que le but, c'est de se rapprocher quand même le plus possible pour avoir la mention W3C, mais finalement, si on ne l'a pas, c'est pas aujourd'hui, on va dire, un critère, on va dire, éliminatoire ou pénalisant pour votre visibilité. Surtout quand Google ne respecte déjà pas cette norme, quoi. Mais je pense que c'est un détail. De mon côté, par exemple, je m'assure toujours que les balises principales sont toujours bien respectées. Après, on a des fois des attributs inconnus ou des attributs JavaScript spéciaux, etc., qui sont greffés sur certains éléments. Si vous les retirez, il n'y a plus rien qui fonctionne, donc vous êtes presque obligé de les laisser en place. On parle de la vitesse du site, donc ça c'est sûr que la vitesse du site c'est un élément déterminant pour la visibilité. Il y a plusieurs critères qui jouent un rôle. L'hébergement, donc il ne faut pas économiser dessus, il faut prendre un hébergement performant et rapide. Il faut activer justement la gestion des caches sur votre CMS ou votre gestion de contenu. Dans PrestaShop, c'est dans les performances, vous pouvez activer justement ces options de compression du cache, etc. Mais une fois que vous avez passé ça, après, il faut, si vraiment vous voulez optimiser, il va falloir aller plus loin. Donc ça veut dire qu'il faut s'assurer que tous les fichiers JavaScript sont bien compressés. Il faut faire une analyse avec Google Speed pour vérifier la vitesse, voir quel élément on peut améliorer. Donc je dirais que les deux premières optimisations simples, c'est un bon serveur et une activation du cache classique. Mais après, quand vous voulez aller plus loin pour l'optimisation, là, ça va prendre du temps et il va falloir faire appel à un expert et ça va coûter quand même un prix quand même important quand vous aurez tout compté. Donc ça, la dernière partie, l'appel aux experts pour optimiser, on va dire peut-être plus la partie pointe du site. Là, il faut quand même un peu quelques moyens pour aller à cette partie optimisation. Est-ce que j'ai noté quelque chose d'autre ? Ouais, donc aussi, un site rapide égale potentiellement plus de trafic. Ça, Google tient compte de ce critère. Et enfin, donc éviter les iframes. Donc ça veut dire du contenu injecté dans votre page depuis notre site. Donc les frames ou iframes. Parce que les moteurs de recherche n'arrivent pas à rentrer là-dedans, ils n'arrivent pas à capturer le contenu, ils ne comprennent pas.
Par contre, ça ne vous empêche pas d'intégrer des vidéos YouTube hein, dans votre contenu, même si ce sont des iframes. Ça, c'est toujours un plus. De toute façon, les vidéos de YouTube sont accessibles par le biais d'autres liens, comme par le biais de votre chaîne. Donc, ce n'est pas un problème. Donc voilà, on a fait le tour de ce chapitre. On avance, on avance. On va bientôt arriver à la fin. Et je pense qu'on aura bientôt toutes les bases nécessaires en main pour maîtriser le référencement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.